L'inceste, c'est un crime particulièrement grave qui caractérise lorsqu'il y a des relations sexuelles entre des personnes de l'entourage familial qui ont autorité parentale, qui ont une autorité de proximité avec la personne concernée, qu'elle soit un enfant, garçon ou fille, quoi. Et je voudrais bien aussi qu'on soit attentif à parler plutôt d'agression sexuelle et plus d'abus sexuels. On peut abuser de l'alcool parce qu'on peut en consommer avec modération ou en abuser. Dès qu'on a une relation sexuelle avec un mineur, c'est une agression ou un crime. Et l'inceste est un crime qui va concerner donc cette violation qui va être faite du corps de l'enfant et souvent par l'emprise de l'autorité que ce parent, ce beau-père, cet oncle, ce cousin va utiliser sa position pour imposer une relation sexuelle à une personne mineure. Il peut y avoir ce qu'on appelle un climat incestueux lorsqu'il y a une insuffisance de règles et de limites qui sont posées, peut-être entre la sexualité des parents et la vie de l'enfant. Et là, on va voir peut-être des mères qui ont un rôle très important aussi dans leur incapacité parfois à faire une limite claire entre leur propre sexualité, leur propre relation intime et ce que les enfants ont à savoir ou à ne pas savoir. Et on voit des situations qui mettent des adolescents, et là je pense à des garçons, qui sont mis en difficulté lorsque les mamans viennent leur raconter leur intimité avec d'autres partenaires. Jusqu'à même, on avait une situation terrible d'une maman qui proposait à son adolescent d'assister dans le placard aux relations sexuelles qu'elle avait avec ses amants. Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment incestueux dans cette position inacceptable que cette mère prenait. Donc les mères ont un rôle important, même si le plus souvent, le criminel qui va commettre l'inceste est une relation d'un homme sur une fille. Il y a aussi des hommes sur des jeunes garçons, mais parfois des femmes qui ont ce comportement dangereux. C'est très important que le professeur il aborde le problème en passant par la maman, parce que c'est vrai que me concernant, j'ai pas vécu avec mon père et ma mère a voulu me le présenter à l'adolescence. Et ses premiers mots, c'était de me dire « T'as déjà vu un père amoureux de sa fille ?» et de m'embrasser. Et les choses ont commencé comme ça. Et j'ai pu rien dire à ma maman. Et après, j'ai été amenée à le revoir parce que je ne vivais pas avec lui. Et ma mère a voulu que je le connaisse parce qu'elle voulait favoriser une rencontre. Quand les agressions, quand j'ai commencé à subir les viols, les fellations qu'il me demandait de faire, je n'ai pas trouvé à ce moment ni les mots pour le dénoncer, ni pour le dire à ma mère, et qui peut-être s'en doutait, mais trop préoccupée et trop blessée peut-être elle aussi, elle n'a pas pu m'aider. Mais quand le moment est venu de prendre position lors du procès, elle a remarquablement joué son rôle. C'est vrai que pendant toutes ces années, je m'étais éloignée d'elle parce que je l'avais tenue pour responsable et complice de ce qui s'était passé. Et voilà, donc il est important que les mamans soient attentives, d'accord, à ce qui se passe chez les enfants. Et pendant cette période qui a duré bien plus de 5 ans, entre mon adolescence et ma majorité, j'ai développé certaines maladies comme des règles infinies. Et mon corps, même si je ne pouvais pas dire les choses, mais mon corps, il s'exprimait, quoi. Et les médecins de l'époque non plus, ni ma mère, personne ne pouvait comprendre ce qui se passait parce que
quand ces choses-là arrivent, eh ben, on ne peut pas parler, quoi. Quand on a 12 ans et que des choses comme ça arrivent, eh ben, on n'a que le silence pour se protéger de la mort, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va mourir, quoi, si on dit les choses, quoi. C'est vraiment une question de vie ou de mort, quoi. Alors, notre invité, un professeur, aujourd'hui, a réussi, en tout cas à son niveau, à mettre des mots sur une souffrance. À l'époque, elle le disait, elle ne savait pas comment le dire. Il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité, même s'il y a un sentiment de rage aussi, puisque vous l'avez dit, vous avez pensé que votre mère était aussi, pour partie, responsable. Est-ce que ce sentiment, est-ce que ce qu'on a vécu peut s'effacer avec le temps ? Alors tout d'abord, je voudrais vraiment remercier beaucoup Madame du courage qu'elle a aujourd'hui de parler avec simplicité de quelque chose qui est aussi épouvantable, aussi dévastateur dans la vie et dans lesquels on ressent tellement longtemps dans ce parcours des moments de honte et de solitude et qu'avoir le courage et l'énergie d'en parler publiquement, c'est vraiment quelque chose dont je la remercie beaucoup dans l'intérêt des personnes qui ont souffert. Vous dites qu'on peut oublier, non, on n'oublie jamais. On n'oublie jamais parce que ce qui s'est passé est tellement fort, tellement intense que c'est gravé dans sa propre mémoire. Par contre, il y arrive des moments où on fait comme si ça n'était pas arrivé. Et c'est bien aidant. C'est bien aidant par moments de se dire peut-être que cela n'est pas la réalité et du coup réussir à faire autre chose. Et c'est souvent à l'occasion d'autres événements, peut-être à l'occasion aussi de vouloir développer sa propre sexualité parce que l'inceste, ce n'est pas une relation sexuelle, c'est un crime. Lorsque l'adolescente ou l'adolescent veut développer une sexualité, c'est là qu'il va repérer des difficultés que peuvent revenir des souvenirs extrêmement précis. Et là, il n'y a pas de limite dans le temps. Même très très longtemps après, des souvenirs très précis, très douloureux peuvent revenir. Justement, ça fait partie des caractéristiques de l'impact de l'inceste sur l'enfant. Bien sûr. Une des caractéristiques, c'est la durée. Une caractéristique aussi importante, c'est que contrairement à un viol qui peut survenir par, on va dire, un étranger dans la rue, dans un espace collectif qui vient là agresser et imposer un acte sexuel, là, c'est un acte qui est encore plus grave car il survient dans un environnement familier, dans la sphère familiale, dans un endroit où on se sent en général en sécurité. Mais si pour l'adolescente, même quand je suis avec ceux qui sont censés me protéger, je ne suis pas en sécurité, où est-ce que je peux être en sécurité? Donc le monde a quelque chose de désespérant, puisque je n'ai plus aucun endroit où je peux être en sécurité, d'autant plus que l'agresseur peut aussi avoir l'habileté de faire passer ça comme une relation privilégiée, voire même associer des cadeaux et une place particulière à la jeune femme qui la met dans une situation encore plus difficile. Donc la révélation a dû être difficile, douloureuse. À quel moment avez-vous dit non, je vais dire vraiment ce que je vis? Pour rebondir sur ce que disait le professeur, effectivement, quand j'ai commencé à vouloir exister malgré ce qui s'était passé, puisque je ne pouvais pas en parler, c'était pas possible, je ne pouvais pas en parler, j'ai effectivement continué à faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc j'ai vraiment essayé. Donc, il y a eu un déni ou c'est juste faire semblant? Je n'avais pas d'autre solution que de faire comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir établir une relation avec un homme, j'étais partagée entre le désir d'aller jusqu'au bout et une certaine répugnance. Mon ex-mari me disait que j'avais la haine des hommes. Et si aujourd'hui je peux en parler, c'est parce que malgré toutes ces blessures, malgré le désir de mort, pour moi, qui est plus des crises de mort, parce qu'on parle bien de crise d'appendicite ou de crise de foie. Et moi, je vis vraiment ces moments où je voulais mourir, comme des choses que je ne maîtrisais pas. Je veux dire, je veux libérer la parole pour les enfants,
les filles, les petits garçons, les petites filles qui ne peuvent pas parler, parce que j'ai 4 filles et je ne voudrais pas qu'elles vivent un seul instant, une seule seconde de ce que j'ai pu vivre. Et mon désir de parler, c'est pour aider aussi les autres femmes qui, comme moi, aimeraient vivre et ne peuvent que survivre, parce que la vie que je mène depuis une vingtaine d'années, c'est pas une vie, c'est de la survie, quoi. Et depuis 6 mois, je suis suivie par l'équipe du professeur GL avec le docteur Sigvard. Et quand j'ai intégré l'UAD, et à 6 mois, on m'a dit, considérez que c'est la première fois que vous êtes hospitalisé. Effectivement, avec une prise en charge adaptée, j'ai pu mettre à distance des choses que je continue à vivre comme si elles s'étaient passées. Voilà, quoi. Je pense à quelque chose. Non seulement c'est vrai, il y a le micro-trottoir, c'est-à-dire qu'on sent que être victime, c'est être détruit. Il y a une phase de reconstruction qu'on essaie de mettre en place au quotidien. Ça peut prendre du temps, puisque les faits se sont passés il y a certains moments. Et Madame précisait que ce n'est que depuis peu qu'elle arrive vraiment à travailler, notamment avec l'équipe en place au CHU Lamena. Comment justement se passe la prise en charge des victimes? Alors, je préfère qu'on emploie le terme de bouleverser ou de désorganiser. Si on dit détruit, on laisse l'impression que c'est irréversible. Il y a une cicatrice qui est irréversible. Mais ce bouleversement profond, cette désorganisation immense qui a été générée par ce crime, il n'est jamais trop tard pour réparer et pour recomposer quelque chose de sa vie. Et ça va être vraiment un des axes très importants du traitement. Ça va être comment on va accepter de comprendre ce qui s'est passé, comment on va accepter de réorganiser ce qui s'est passé dans mon corps, dans ma vie, dans mes pensées. Plus on est loin de l'événement, plus le travail va être conséquent. Mais en même temps, au début, peut-être qu'on n'a pas trouvé la porte vers laquelle se diriger pour demander de l'aide. Et je pense qu'il faut insister sur ce message qui a été dit également par Madame sur le danger du suicide dans ces grands moments de détresse. La souffrance est tellement intense que l'idée est parfois extrêmement pesante. Il vaut mieux mourir que de continuer à supporter ça. Il vaut mieux peut-être que je me déconnecte complètement avec l'usage de l'alcool, de la drogue, parfois de la cocaïne, pour me déconnecter de cette souffrance qui est insupportable. C'est vraiment quelque chose qui, physiquement et psychologiquement, nécessite un effort énorme. Et on préfère arrêter de vivre que de continuer à vivre une vie d'une telle solitude, d'une telle détresse. Est-ce que tout le monde commence justement à bien s'imprégner justement de la notion d'inceste? Vous sentez que c'est véritablement ancré dans les esprits et on pourrait se prémunir justement lors de situations malencontreuses? Alors, moi je vous remercie beaucoup de saisir votre place sur cette chaîne de télévision pour aborder cette question, parce que je crois que le travail de connaissance et de renforcer la connaissance sur l'inceste est immense, et en Martinique aussi. Et je pense qu'il y a entre une méconnaissance du problème et avec quelque chose dans lequel, sous l'apparence d'un tabou, on ne va pas en parler, c'est gênant, c'est honteux. Et très souvent, les gens vont être gênés et dire « mais non, c'est normal, les enfants peuvent être dans le lit des parents ». Moi, j'avais même une mère qui me disait « mais non, moi, la nuit, je dors, ma fille vient parfois à 13 ans dormir dans le lit, s'il se passe quelque chose, moi, je ne sais pas ce qui se passe, mon mari peut se tromper de femme la nuit ». Non, non, ce n'est pas admissible. Il faut être vraiment clair, ce problème existe. Les données montrent qu'on a, alors sur un travail qu'on avait fait avec l'Association internationale des victimes d'inceste, montrait qu'il y avait au moins 3% de Français qui déclaraient avoir été victimes d'inceste. 3%, c'est énorme comme chiffre. Et sans doute, ce chiffre est sous-évalué. En Martinique, on n'a pas de chiffre exact. Donc il y a une tolérance parce que on n'ose pas en parler, on n'ose pas aller jusqu'au bout. Il y a une culpabilité qui va rejaillir souvent sur la personne qui le dénonce. Et il faut sortir de là. Il faut vraiment repérer que le coupable, c'est celui qui a commis l'acte. Et celui qui se défend et qui parle, c'est l'enfant. Il faut l'aider.